Que feriez-vous si l'amour de votre vie vous était enlevé sans explication? Maintenant, imaginez, un homme riche place une caméra dans le cercueil de sa femme décédée. Quand il l'allume, ce qu'il découvre est tout simplement terrifiant. Ça ne peut pas être vrai. Et vous, d'où écoutez-vous cette histoire fascinante? Dites-le nous dans les commentaires, ça nous ferait très plaisir de savoir. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et restez avec nous pour découvrir la suite incroyable de cette histoire. Allez, c'est parti! L'écho des pas d'Hugo résonnait dans le marbre froid du manoir, cet endroit qui avait un jour été un foyer chaleureux sous les rires d'Amélie. Maintenant, c'était un mausolée. Son regard, fixé sur l'énorme fenêtre qui donnait sur le jardin, clignotait à peine. Dehors, les arbres dansaient sous le vent, mais il ne le voyait pas. Son esprit était piégé dans une seule pensée. Elle est partie. Hugo s'enfonça dans son fauteuil en cuir, l'une des nombreuses pièces coûteuses qui remplissèrent la salle. Ni l'art accroché au mur, ni les éclats des lustres ne parvenaient à le distraire. Tout n'avait plus de sens depuis le jour où Amélie s'était effondrée au milieu de la cuisine, une tasse de café encore chaude s'écoulant entre ses mains. Personne n'avait pu l'expliquer. Amélie, la femme qui avait toujours été l'encre dans sa tempête, s'était évaporée en un instant, sans avertissement, sans adieu. Il prit un verre de whisky, le 4e de la nuit, et le serra avec force tandis que son autre main tambourinait sur le bras du fauteuil. Les mots du médecin résonnaient dans sa tête. Un arrêt cardiaque fulgurant. Pas de signe préalable. Parfois, ça arrive simplement. Cette froideur clinique le rendait fou. Ça arrive simplement, c'était tout. Ce n'est pas suffisant, rugit-il, lançant le verre contre le mur. Le liquide ambré goûtait lentement jusqu'au sol, mais Hugo ne le regardait pas. Il respirait rapidement, luttant contre le tourbillon d'émotions qu'il refusait d'accepter. Les jours qui suivirent furent un défilé de silence rompu seulement par les visites occasionnelles des employés. Hugo ne permettait aucun réconfort. Il donnait des ordres sans lever les yeux, rejetait les appels et évitait les regards des quelques-uns qui essayaient encore de s'approcher. Les funérailles d'Amélie étaient prévues pour le lendemain, mais à Hugo peu importèrent les détails. Rien n'importait plus que le fait qu'elle ne serait pas là pour recevoir les mots d'adieu. La nuit précédant les funérailles, tandis qu'il passait en revue les arrangements dans le grand salon, son regard tomba sur un coin. Là se trouvait une vieille caméra vidéo qu'Amélie avait utilisée pendant des vacances. Ce fut comme si une étincelle s'allumait dans son esprit. Il marcha vers elle d'un pas décidé et, en la prenant dans ses mains, murmura pour lui-même « Si je ne peux pas être avec elle, au moins je pourrai la voir ». L'idée était absurde, mais le désespoir avait éclipsé toute logique. Hugo ordonna que le cercueil d'Amélie dispose d'un système spécial lui permettant de placer la caméra à l'intérieur sans que personne ne le remarque. Personne n'osa remettre en question ses ordres. Le pouvoir de l'argent et son caractère intimidant firent que l'idée, aussi étrange qu'elle parut, fut exécutée sans interruption. Dans son bureau, Hugo passa des heures à vérifier câbles, batteries et configurations. Dans son esprit, il justifiait sa décision. C'est juste pour s'assurer qu'elle va bien, même si elle n'est plus ici. Mais au fond, il savait que c'était plus que cela. L'idée de ne pas la voir, de ne même pas entendre l'écho de son existence, était insupportable. Alors qu'il connectait le dernier câble, il se rappela les mots qu'Amélie lui disait toujours lorsque son tempérament explosait. « Hugo, tu ne peux pas tout contrôler. Apprends à laisser aller. » Mais il n'avait jamais appris, et il n'allait pas commencer maintenant. Le jour des funérailles arriva enveloppé d'un ciel gris. Le son de la pluie était un écho constant qui accompagnait chaque pas au cimetière. Hugo, sous un parapluie noir tenu par son assistant, marchait comme un automate. Ses yeux étaient fixés sur le cercueil d'Amélie, mais son esprit errait dans un tourbillon de souvenirs, la façon dont elle riait pendant qu'il dansait sous une pluie similaire des années auparavant, sa voix sereine qui adoucissait chaque bord tranchant de son caractère. Les invités, tous vêtus de noir, lancèrent des regards compatissants dans sa direction, mais Hugo ne les enregistrait pas. À ses yeux, ils n'étaient rien de plus que des ombres sans visage. La voix du prêtre se perdait entre les tonnerres et le craquement des branches. Le seul son clair était le bruit sec des premières pelletées de terre sur le cercueil. Chaque coup semblait lui arracher quelque chose du cœur. Lorsque la cérémonie fut terminée,
Hugo resta immobile près de la tombe bien après que les autres soient partis. La pluie trempait son costume coûteux, mais il s'en fichait. Il regardait la terre fraîche, essayant de se convaincre que tout s'arrêtait là. Mais une partie de lui, la plus désespérée, refusait d'accepter qu'Amélie était vraiment partie. Hugo s'approcha lentement. Chaque pas était un poids insupportable. En arrivant, il plaça une main tremblante sur le couvercle et, sans se soucier des autres le regardant, murmura « Amélie, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas te laisser partir. » Les larmes, qu'il se permettait rarement de laisser couler, jaillirent sans contrôle. À ce moment-là, il se souvint de la caméra. Il savait qu'elle était là, à l'intérieur du cercueil, prête à capturer ce qu'il ne pouvait pas accepter de perdre. C'était son dernier lien, une fenêtre sur ce qui lui semblait maintenant inaccessible. La décision finale. Cette nuit-là, le manoir semblait plus grand et plus vide que jamais. Hugo ferma la porte derrière lui, enlevant son manteau trempé, et marcha directement vers le sous-sol. Là, dans l'obscurité, se trouvait le moniteur connecté à la caméra qu'il avait installée dans le cercueil. Ses mains tremblaient, légèrement, en allumant le système. L'image apparut sur l'écran, un cadre fixe de l'intérieur du cercueil. Amélie y était, immobile, vêtue de la même robe qu'il avait soigneusement choisie pour elle. Elle semblait tranquille, sereine, presque comme si elle était dans un profond sommeil. Hugo, assis devant le moniteur, sentit une boule dans sa gorge. « Tu es toujours belle », murmura-t-il sans détacher son regard. L'idée que cette image était tout ce qu'il lui restait la remplissait d'un étrange réconfort. Mais aussi, au fond de lui, une peur croissante s'agitait. Que cherchait-il vraiment? La paix ou une façon de s'accrocher à la douleur? L'homme qui avait toujours eu un contrôle absolu sur sa vie était maintenant piégé par quelque chose que ni son argent ni son pouvoir ne pouvaient changer. Sans Amélie, le monde manquait de sens. Mais avec cette caméra, peut-être pouvait-il tromper la réalité encore un peu plus longtemps. On ne peut pas mourir deux fois, pensa Hugo avec une amertume qui grattait sa poitrine, mais il ne savait pas encore qu'en essayant de s'accrocher à Amélie, il se condamnait lui-même. Le calme de l'image contrastait avec le chaos qui se déchaînait dans son esprit. Il passa des heures devant l'écran, immobile, comme si le simple acte de regarder pouvait la ramener. L'obsession pour cette connexion le consumait, mais il ne tarda pas à se rendre compte que quelque chose d'étrange se produisait. Ce ne fut qu'un léger changement au départ. Un courant d'air froid traversa la pièce. Hugo pensa que c'était un problème de ventilation, mais il se rendit vite compte que la température de toute la maison avait chuté. Cette même nuit, alors qu'il essayait de monter dans sa chambre, il entendit un léger grincement. Les fenêtres de la salle, qui étaient de fermées, se balançaient doucement, comme si le vent les avait poussées. L'air devenait de plus en plus lourd à chaque instant qui passait. Une sensation d'inconfort commença à l'envahir, comme si quelqu'un l'observait depuis l'ombre. Hugo, bien qu'étant un homme logique et habitué à garder le contrôle, ne put s'empêcher de frissonner. Dans son désespoir, il interpréta ces événements comme un signe. « Es-tu là, Amélie » demanda-t-il à voix haute, son ton brisé par un mélange d'espoir et de peur. Il n'y eut pas de réponse, seulement le silence et l'écho de sa voix dans les murs. Mais le froid persistait, et une idée commença à prendre forme dans son esprit. Peut-être qu'Amélie essayait de communiquer avec lui, peut-être qu'elle lui disait qu'il devait la laisser partir. Pendant des jours, les phénomènes continuèrent. Le froid extrême devenait plus intense, et les fenêtres s'ouvraient sans raison apparente. Hugo était convaincu que ce n'était pas qu'une simple coïncidence. C'était un message, un ordre de couper la caméra et de fermer ce chapitre de sa vie. Mais chaque fois qu'il essayait de le faire, sa main tremblait au-dessus de l'interrupteur. « Je ne peux pas le faire, je ne peux pas te perdre à nouveau », murmurait-il, sa voix à peine un murmure. Le dilemme le consumait. Il se sentait piégé entre son désir de maintenir cette connexion vivante et la certitude croissante qu'il prolongeait son propre tourment. Finalement, une nuit, après avoir passé des heures devant l'écran, il rassembla le courage nécessaire. Avec un dernier regard sur l'image d'Amélie, il éteignit la caméra. L'écran s'assombrit et avec lui, une partie de Hugo se brisa. Cependant, son soulagement fut de courte durée. En revenant au salon, une des lampes commença à clignoter incessamment. Hugo l'observa, le froncement de sourcils, confus, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose de particulier
La lumière projetait une lueur douce mais constante sur un coin de la pièce. Le rayon illuminait un vieux coffre, celui qui appartenait à Amélie. Il avait été oublié pendant des années, rempli de souvenirs que Hugo avait prévu de donner quelques jours avant sa mort. Mais maintenant, le coffre semblait attirer son attention d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Avec des pas prudents, Hugo s'approcha du coffre. Il l'observa attentivement avant de s'incliner pour l'ouvrir. Le vieux verrou résista un moment avant de céder, révélant son contenu. Des lettres, des photographies, des bijoux et de petits objets qu'Amélie avait chéris au fil des ans. Hugo sortit une petite boîte en bois et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une collection de cartes postales qu'Amélie avait rassemblées de chaque endroit qu'ils avaient visité ensemble. Chacune était écrite de sa délicate écriture, pleine de petites notes et de pensées. En les lisant, Hugo sentit comme si sa voix remplissait à nouveau la pièce. Dans le coffre, chaque pièce semblait lui murmurer des souvenirs d'Amélie. Un parfum usé qui conservait encore son arôme, un collier qu'elle portait lors d'occasions spéciales, et enfin, un livre de poèmes. C'était l'un de ses favoris, avec les coins usés par les années de lecture. Sous le livre, une enveloppe jaune attira son attention. Elle était bien pliée, avec l'encre du nom du destinataire quelque peu effacée, pour Hugo, et, dans le coin inférieur, une date, 1 an auparavant. Sa curiosité l'obligea à l'ouvrir. En dépliant le papier, ses yeux parcoururent les mots qui le laissèrent pétrifié. La lettre venait de quelqu'un nommé Mélanie, qui affirmait être sa fille. Sa fille. Les mots flottaient dans son esprit, comme s'il ne pouvait pas tout à fait les traiter. L'air sembla se figer, et la pièce, déjà froide, devint suffocante. Il les lut encore et encore, cherchant un indice d'erreur, une piste que cela ne pouvait pas être vrai. Hugo s'effondra sur la chaise la plus proche. La lettre tremblait entre ses mains, tandis que son esprit remontait des décennies en arrière, jusqu'au jour où sa vie était moins calculée, plus impulsive. Il y avait un nom, enterré dans le coin le plus reculé de sa mémoire. Viviane. Une jeune femme passionnée avec qui il avait partagé une brève mais intense romance dans sa jeunesse. La relation s'était terminée brusquement lorsqu'il décida de se concentrer sur son ambition de construire son empire. « Vivian » murmura-t-il à voix basse, presque comme si en le disant à voix haute, le nom pouvait apporter des réponses. Il se souvint de la façon dont il l'avait laissé sans regarder en arrière. Il n'y avait jamais eu d'indice d'un enfant, ni de lettre, ni d'appel. Rien. Hugo avait fermé ce chapitre de sa vie bien avant de rencontrer Amélie. Mais maintenant, cette lettre le ramenait dans le passé, ouvrant des portes qu'il n'avait jamais prévu de recroiser. La lettre était écrite dans un ton respectueux, mais chargé d'émotion. Mélanie expliquait qu'elle avait passé des années à chercher son père biologique, après que Vivian lui ait révélé, avant de mourir, qu'elle était la fille d'un homme nommé Hugo. Elle affirmait avoir trouvé des preuves et des détails qui pointaient directement vers lui. Mais ce qui était le plus perturbant, ce n'étaient pas les faits. C'était la décision d'Amélie de garder cette lettre. Pourquoi ne lui avait-elle pas dit? Depuis combien de temps Amélie savait-elle cela? Pourquoi ne l'avait-elle jamais confrontée? Hugo ferma les yeux, ressentant une douleur de culpabilité qui le traversait. Peut-être qu'Amélie avait essayé de le protéger de quelque chose, ou peut-être avait-elle craint sa réaction. Mais maintenant, elle n'était plus là pour expliquer, et les questions restaient suspendues dans l'air, sans réponse. Il se leva de la chaise et commença à marcher dans la pièce, essayant de calmer son esprit. Chaque pas résonnait dans les murs, comme un écho de sa confusion. Finalement, il s'arrêta devant le moniteur éteint où il regardait auparavant Amélie. Maintenant, au lieu de réconfort, il ressentait un vide encore plus profond. Malgré sa nature contrôlante, Hugo savait que cette situation n'était pas quelque chose qu'il pouvait gérer avec de l'argent ou de l'influence. Il avait 2 options: ignorer la lettre et enterrer la vérité avec Amélie, ou affronter ce nouveau chapitre de sa vie avec tout ce que cela impliquait. Le nom de Mélanie était un écho constant dans sa tête. Une partie de lui voulait la rejeter, nier la possibilité de son existence. Mais une autre, plus silencieuse mais insistante, lui murmurait qu'il devait connaître la vérité. Hugo n'était pas habitué à faire face à l'incertitude, et cette fois ne serait pas différente. Il sortit son téléphone, hésitant un moment avant de chercher dans ses contacts l'enquêteur privé qu'il avait utilisé pour résoudre des problèmes dans le passé. C'était un homme de confiance, discret,
capable de trouver des réponses là où d'autres ne pouvaient pas. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un », dit-il lorsque l'on répondit de l'autre côté de la ligne. Sa voix était ferme, mais il ne pouvait s'empêcher de laisser transparaître un léger tremblement. Il donna les détails dont il se souvenait de Viviane, son nom complet, la ville où ils avaient vécu leur brève romance, et l'information qui figurait dans la lettre. Bien que ces données semblaient insuffisantes, Hugo savait qu'avec les ressources appropriées, tout était possible. Cette nuit-là, Hugo ne put pas dormir. Sa pensée était piégée dans une boucle de souvenirs, Viviane et son sourire, les moments passionnés qu'ils avaient partagés, puis la froideur avec laquelle il s'était éloigné. Il se rappelait comment Amélie lui disait toujours qu'il y avait des parties de sa vie qu'il ne partageait jamais, des secrets qu'elle respectait mais qu'elle regrettait de ne pas connaître. La découverte de la lettre le faisait également réfléchir à Amélie d'une manière différente. Peut-être avait-elle décidé de garder ce secret parce qu'elle ne voulait pas perturber son mariage. Mais Hugo ne pouvait s'empêcher de ressentir une sourde amertume à l'idée qu'elle avait pris cette décision pour lui, sans lui donner la chance de décider par lui-même. Quand le jour s'est levé, Hugo était déterminé. Si Mélanie était vraiment sa fille, il devait la retrouver. Pas seulement pour satisfaire sa propre curiosité, mais parce que l'idée d'avoir laissé quelqu'un d'autre dans le monde sans l'avoir reconnu, sans le connaître, était quelque chose qu'il ne pouvait supporter. Quelques jours plus tard, Hugo reçut le premier appel de l'enquêteur privé. Ils avaient trouvé des informations sur Viviane, son lieu de résidence avant de décéder, des dossiers médicaux confirmant sa mort il y a 5 ans, et des données indiquant l'existence d'une fille, effectivement nommée Mélanie. Tout indiquait que la lettre n'était pas un mensonge. Avec chaque nouvelle pièce d'information, le cœur de Hugo s'accélérait. Les émotions étaient un mélange de peur, de regret et d'une étrange anticipation. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait que quelque chose le secouait de sa routine froide et méthodique. Mais en même temps, il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il était prêt pour ce qu'il allait découvrir. Quel type de relation pouvait-il construire avec quelqu'un qui, jusqu'à quelques jours auparavant, n'existait même pas pour lui? Et comment Mélanie réagirait-elle en apprenant que son père biologique n'était rien d'autre qu'un homme brisé, consumé par la perte? Avec un dernier regard au coffre, désormais vide de réponse, Hugo sut que ce serait le début de quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Le paysage changea alors que la voiture de Hugo avançait sur les routes qui le menaient au petit village où Viviane avait passé ses derniers jours. Les grandes villes, avec leur bruit et leur vitesse, étaient restées derrière, remplacées par des collines verdoyantes et des maisons éparpillées qui semblaient figées dans le temps. Le silence du trajet n'était interrompu que par les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit de plus en plus sombres. Comment avait-il permis à quelque chose d'aussi important d'échapper à son contrôle? Il arriva au village au crépuscule. Les lumières jaunes des lampadaires à peine éclairaient les rues étroites. En descendant de la voiture, un homme âgé assis sur un banc devant un magasin l'observa avec curiosité. Hugo s'approcha, tentant de dissimuler son inconfort. « Bonsoir », dit-il, sortant une photo de Viviane qu'il avait emportée avec lui. « Je cherche des informations sur cette femme, Viviane. Elle vivait ici, selon ce qu'on m'a dit. » L'homme fronça les sourcils en examinant la photo. Ses yeux semblèrent se remplir de mélancolie avant de parler. « Viviane? Oui, je me souviens d'elle. Une bonne femme. Mais elle est décédée il y a quelques années, pauvre. Son cœur n'a pas tenu le coup. » Hugo sentit un vide d'air pendant un moment. Bien qu'il savait déjà que Viviane était morte, entendre les mots de quelqu'un qu'il avait connu le frappa plus fort que prévu. Il s'éclaircit la gorge avant de demander prudemment « Et qu'en est-il de sa fille, Mélanie? Je sais qu'elle avait une fille. » L'ancêtre poussa un soupir, laissant tomber la tête. « Mélanie, cette jeune fille a eu une vie difficile. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était quand elle a été arrêtée pour avoir volé de la nourriture au supermarché. C'est triste, mais ce n'est pas surprenant. Après la mort de Viviane, il n'y avait plus personne pour s'occuper d'elle. » Les mots s'enfoncèrent dans la poitrine de Hugo comme des couteaux. Il ferma les yeux un moment, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Sa supposée fille était-elle tombée aussi bas? Avait-elle dû recourir au vol pour survivre? En route vers le motel où il passerait la nuit, Hugo pouvait à peine se concentrer sur la route. L'image d'une jeune femme face à la faim,
à la pauvreté et à l'abandon se répétaient sans cesse dans son esprit. Il savait qu'il devait y avoir une part de vérité dans l'histoire de Mélanie. Les fragments s'imbriquaient trop bien pour être une coïncidence, mais ce qui le tourmentait le plus, ce n'était pas le doute sur sa paternité, c'était le poids de sa responsabilité potentielle. Dans la solitude de sa chambre, Hugo regardait le plafond tandis que son esprit vagabondait. Pendant des années, il s'était enorgueilli de son succès, de sa richesse, de sa capacité à contrôler chaque aspect de sa vie. Mais à quoi cela servait-il si tout cela l'avait aveuglé sur ce qui comptait vraiment? Avait-il laissé son arrogance et son ego le rendre si aveugle qu'il avait permis à une fille, sa fille, de grandir seule dans la pauvreté? Il se leva du lit et commença à marcher dans la chambre, incapable de rester immobile. Il se souvint de la façon dont Amélie le confrontait toujours sur son obsession pour le pouvoir et l'argent. « Que se passera-t-il quand tout cela disparaîtra, Hugo ?» lui avait-elle dit une fois. Maintenant, ces mots pesaient plus que jamais. Le lendemain matin, Hugo se dirigea vers la petite prison où on lui avait dit que Mélanie avait été enfermée. Le bâtiment était modeste, une vieille construction en briques qui semblait à peine fonctionnelle. En entrant, il fut accueilli par un garde qui le regarda avec un certain méfiance. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda l'homme, croisant les bras. Hugo lui expliqua ce qu'il savait sur Mélanie, omettant toute mention d'une éventuelle relation familiale. Il dit simplement qu'il essayait de la retrouver pour l'aider. Le garde feuilleta quelques documents et finit par trouver l'information que Hugo cherchait. Elle a été libérée il y a quelques mois. D'après cela, elle vit maintenant avec sa grand-mère dans un village éloigné, à environ 50 km d'ici. C'est tout ce que je peux vous dire. Hugo remercia d'un hochement de tête et sortit du bâtiment. Alors qu'il conduisait vers le village, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer à quoi pourrait ressembler la rencontre. Quel type de personne serait Mélanie? L'accueillerait-elle avec rancœur ou indifférence? La seule chose qu'il savait avec certitude, c'est qu'il devait la retrouver, peu importe ce qui se passerait ensuite. Le trajet vers le petit village où vivait la grand-mère de Mélanie fut silencieux, accompagné uniquement du bruit du moteur et du poids de ses pensées. Hugo avait passé toute sa vie à éviter des liens qui pourraient le fragiliser, convaincu que le pouvoir résidait dans l'indépendance et le contrôle absolu. Mais maintenant, alors qu'il traversait des chemins poussiéreux et désolés, il prenait conscience du vide de ce pouvoir. Il arriva au village au crépuscule. Il était encore plus petit que le précédent, avec à peine quelques maisons regroupées autour d'une petite église. Le moteur de la voiture s'éteignit devant la petite cabane, laissant Hugo dans un silence qui l'accablait. La construction, à peine soutenue par des planches usées, semblait une relique d'un autre temps. Le contraste avec l'opulence de sa vie était presque grotesque. La clôture, tordue et couverte de ronces, entourait un jardin négligé où un vieux vélo rouillé reposait parmi les herbes hautes. Il respira profondément avant d'ouvrir la portière de la voiture. Son costume cher, parfaitement repassé, semblait hors de place dans cet environnement. Avec des pas fermes mais incertains, il s'approcha de l'entrée de la maison. Le bois craquait sous ses chaussures lorsqu'il monta sur le porche. Il frappa doucement à la porte et le son résonna à l'intérieur. Pendant un instant, il n'y eut pas de réponse. Puis, des pas lents et le grincement de la serrure le sortirent de sa contemplation. La porte s'ouvrit, révélant le visage d'une jeune femme. Ses cheveux sombres tombaient en désordre sur ses épaules et ses grands yeux fatigués se fixèrent sur lui avec un mélange de mépris et de curiosité. « Que voulez-vous » demanda Mélanie sans préambule. Son ton était sec, chargé de méfiance. Hugo, habitué à affronter des situations tendues dans le monde des affaires, se sentit complètement vulnérable devant cette jeune femme. Il tenta d'esquisser un sourire, mais cela lui était impossible. « Mélanie, je suis Hugo », finit-il par dire, sa voix plus douce que prévu. « Je crois que je suis ton père. » Le silence qui suivit fut comme un coup. Mélanie le regarda un instant qui parut éternel, puis laissa échapper un rire amer. « Mon père ?» répéta-t-elle, les bras croisés. « Le même père qui a été absent pendant plus de 20 ans. Comme c'est pratique que tu décides d'apparaître maintenant. » La froideur de son ton perça Hugo plus qu'il ne voulait l'admettre. Il ne pouvait pas la blâmer. Elle avait raison dans son reproche. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas de réponse préparée. Il ne pouvait que regarder dans ses yeux, si pleins de colère et de douleur. La voix d'une vieille femme
interrompit ce moment tendu. De l'intérieur de la maison, la grand-mère de Mélanie apparut, s'appuyant sur une canne. Son visage était marqué par le temps, mais ses yeux brillaient de méfiance. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle avec autorité, scrutant Hugo de haut en bas. « Grand-mère, c'est Hugo. Il dit qu'il est mon père, » répondit Mélanie, sans prendre la peine de cacher le sarcasme dans sa voix. La femme fronça les sourcils, l'évaluant d'un regard qui semblait le transpercer. Hugo, se sentant petit pour la première fois en des décennies, hocha simplement la tête. « Je suis venu pour faire sa connaissance, » expliqua-t-il, d'un ton qui tentait d'être humble. « Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je veux comprendre. Je veux aider. » La grand-mère le regarda en silence un moment avant de parler. « Aider, dit-il. Maintenant, il veut aider, quand il n'y a plus rien à réparer. Eh bien, s'il veut parler, qu'il entre. Mais je vous préviens, vous ne trouverez pas ici ce que vous cherchez. » Hugo hocha la tête et suivit la femme à l'intérieur de la cabane. L'ambiance était simple, presque austère. Les meubles étaient usés et un petit poêle à bois chauffait la pièce. Mais ce qui attira le plus son attention fut un berceau improvisé dans un coin et les traces évidentes de la grossesse de Mélanie. Assis sur une chaise inconfortable, Hugo essaya de garder son calme pendant que la grand-mère servait un thé qu'il toucha à peine. Mélanie s'assit en face de lui, les bras croisés et le regard fixé sur le sol. La tension était palpable et Hugo savait qu'il était celui qui devait briser le silence. « Mélanie, je sais que c'est difficile. Je ne peux pas imaginer ce que tu as traversé, mais je veux t'écouter. Je veux comprendre. » « Comprendre ?» l'interrompit Mélanie, levant les yeux avec un mélange de fureur et de sarcasme. « Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Toi, tu as vécu toute ta vie dans un manoir, pendant que moi, je grandissais dans des maisons comme celle-ci, luttant pour manger. Ma mère est morte en travaillant dans une usine parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Quelle partie de tout cela tu ne comprends pas ?» Les mots de Mélanie étaient comme des dagues, chacune atteignant un coin différent de son âme. Hugo baissa les yeux, incapable de se défendre. « Je ne le savais pas, » murmura-t-il. « Bien sûr que tu ne le savais pas, » cria Mélanie, frappant la table avec force. « Parce que tu ne t'es jamais soucié. Tu ne savais même pas que j'existais parce que tu ne t'es jamais donné la peine de regarder en arrière. Et maintenant, tu viens ici disant que tu veux aider. Pourquoi? À cause de la culpabilité? Par égoïsme ?» Hugo ferma les yeux, essayant de calmer la tempête qui se déchaînait en lui. Chaque mot de Mélanie était un rappel de ses échecs, des vies qu'il avait affectées par son indifférence. Mais il n'était pas prêt à partir sans essayer de réparer cela. « Tu as raison, » admit-il enfin, la regardant dans les yeux. « Je n'ai pas d'excuses. J'ai été égoïste et arrogant. J'ai pensé que le monde tournait autour de moi, et c'est toi qui en as payé le prix. Mais je ne suis pas venu ici pour me justifier. Je suis venu parce que je veux faire quelque chose, même si c'est trop tard. » Pendant un moment, l'expression de Mélanie sembla s'adoucir, mais son regard demeurait plein de méfiance. Avant qu'elle puisse répondre, la grand-mère intervint. « Mélanie, donne-lui une chance. Pas pour lui, mais pour toi. Peut-être qu'il est temps de tourner cette page. » Mélanie soupira profondément, portant une main à son ventre. L'image de sa grossesse était un rappel constant des décisions qu'elle devait désormais prendre, non seulement pour elle, mais aussi pour l'enfant qu'elle attendait. « Je ne sais pas ce que tu veux, Hugo, » dit-elle enfin, son ton plus bas. « Mais si tu penses qu'avec de l'argent ou des excuses tu peux réparer cela, tu te trompes. »« Je ne veux rien réparer, » répondit-il avec une honnêteté qui l'étonna même. « Je veux être là. Je veux te connaître. Ce que tu décideras sera suffisant pour moi. » Mélanie le regarda cette fois sans fureur. Dans ses yeux, il y avait une lueur de quelque chose que Hugo ne pouvait pas déchiffrer. Ce n'était pas le pardon, mais ce n'était pas non plus le rejet. « Cela ne sera pas facile, » avertit-elle, se levant de la table. « Si tu veux vraiment me connaître, tu devras prouver que tu te soucies plus de moi que de ta foutue fierté. » Hugo hocha la tête, sachant que les mots ne suffiraient pas. Il y avait beaucoup à reconstruire, mais pour la première fois de sa vie, il était prêt à le faire sans rien attendre en retour. Le lendemain matin arriva avec un air froid et lourd, mais Hugo, déterminé, retourna à la cabane de Mélanie. La nuit précédente avait été interminable, pleine de pensées sur ce qu'il avait manqué dans sa vie et ce qu'il pouvait encore réparer.
Il frappa à la porte avec un coup ferme mais respectueux. Cette fois, Mélanie mit moins de temps à ouvrir. Son expression restait sérieuse, mais elle ne portait plus la même colère que la veille. « Tu es revenu », dit-elle sans détour, ouvrant la porte juste assez pour le laisser entrer. « Je t'ai dit que je ne renoncerais pas », répondit Hugo, avec un petit sourire qui cherchait à briser la tension. Mélanie le laissa passer sans répondre, lui indiquant d'un geste de s'asseoir à la petite table de la cuisine. La grand-mère n'était pas là, la maison était en complet silence. Hugo s'assit et attendit pendant qu'elle servait un peu de thé. Enfin, elle s'assit en face de lui, ses mains tenant fermement la tasse chaude. « Hier, j'ai été dur avec toi », admetta Mélanie, sans le regarder directement. « Mais je ne suis pas habitué à ce que quelqu'un comme toi vienne me demander pardon. Je ne sais pas comment réagir. » Hugo hocha lentement la tête. Il comprenait sa méfiance. Lui-même l'aurait ressenti à sa place. « Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance immédiatement. Je veux juste une chance de te prouver que ce que je dis est sincère. Je n'ai plus personne dans ma vie. Ma femme Amélie est décédée récemment, » répondit-il calmement. Mélanie le regarda un moment avant de pousser un soupir. « D'accord, mais il y a quelque chose que tu dois savoir avant de continuer. » Hugo redressa son dos, sentant qu'une révélation importante allait avoir lieu. Mélanie posa sa tasse sur le côté et commença à parler. « L'année dernière, j'ai rencontré Amélie, » dit-elle, d'un ton qui laissa Hugo figé. « C'était lorsque je suis venu te chercher pour la première fois. Je voulais qu'elle m'aide. Je pensais que si quelqu'un pouvait te convaincre de me voir, ce serait elle. » Hugo sentit l'air devenir plus lourd. Les mots de Mélanie l'avaient pris par surprise et une multitude de questions commencèrent à se former dans son esprit. « Que t'a-t-elle dit » demanda-t-il d'une voix tendue. Mélanie marqua une pause comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « Je lui ai remis la lettre en personne. Elle m'a écouté calmement, mais j'ai vu ses yeux se remplir de tristesse. Elle m'a promis qu'elle te la donnerait. Mais maintenant, je comprends pourquoi elle ne l'a jamais fait. » Mélanie prit une profonde inspiration et se remémora ce jour-là. C'était une belle matinée ensoleillée. Amélie était dans le jardin de la maison, en train de tailler les fleurs d'un rosier, lorsque le son d'une sonnette inattendue se fit entendre. En ouvrant la porte, elle trouva une jeune femme d'apparence modeste et au regard sérieux. « Êtes-vous Amélie » demanda Mélanie avec une nervosité contenue. Amélie, avec son air aimable caractéristique, acquiesça. Elle invita Mélanie à entrer et elles s'assirent ensemble dans le salon. C'est alors que Mélanie lui expliqua tout, sa vie, sa mère, et comment elle en était finalement arrivée à la conclusion que Hugo était son père. Elle lui remit la lettre avec des mains tremblantes, observant la réaction d'Amélie. Alors qu'elle lisait, le visage d'Amélie se transforma. Ses lèvres commencèrent à trembler, et ses yeux, toujours pleins de chaleur, se remplirent de larmes. La lettre confirmait ce que Mélanie lui avait dit. Son mari, l'homme à qui elle avait dédié sa vie, avait une fille qu'elle n'avait jamais connue. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit directement » demanda Amélie, essayant de garder son calme. « Parce que je pensais qu'il valait mieux que cela vienne de vous, » répondit Mélanie. « Cela semblait plus approprié. Je ne voulais pas qu'il me rejette sans me donner une chance. » Lorsque Mélanie partit, Amélie resta seule dans le salon, la lettre encore en main. L'émotion qu'elle ressentait était écrasante. D'une part, elle voulait donner la lettre à Hugo immédiatement, l'affronter et l'obliger à assumer ses responsabilités. Mais d'un autre côté, la peur la paralysait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant, et l'existence de Mélanie faisait ressortir ses insécurités les plus profondes. Au cours des jours suivants, Amélie garda la lettre dans le coffre que Hugo avait trouvé. Ses nuits étaient remplies d'insomnie, et son esprit de pensée sombre. Chaque fois qu'elle voyait Hugo, elle se demandait s'il réagirait avec amour ou avec colère. Et si elle était responsable de son silence? Et si elle décidait de partir avec Mélanie et de l'oublier? L'angoisse devint un poids insupportable. Amélie commença à perdre l'appétit et ses forces diminuèrent. Bien qu'elle ne dise rien, sa souffrance était évidente pour ceux qui l'entouraient. Hugo sentit un nœud se former dans sa gorge. Les pièces commencèrent à s'emboîter dans son esprit, et avec elles, une vague de culpabilité l'envahit. « Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Mélanie. « Peut-être parce qu'elle t'aimait trop, » répondit-elle avec franchise, « ou parce qu'elle ne savait pas comment tu réagirais. Je ne sais pas,
Mais je ne crois pas qu'il soit juste de la blâmer. Elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux. Hugo hocha lentement la tête. Pour la première fois, il comprenait le poids qu'Amélie avait porté en silence. Son amour pour lui, combiné à ses propres peurs, l'avait amené à porter un secret qui avait fini par la détruire. « C'est de ma faute », dit-il, plus fermement. « Si j'avais été un homme meilleur, elle n'aurait pas eu peur de me le dire. Elle n'aurait pas eu à porter ça. » Mélanie l'observa en silence. Pour la première fois, elle vit quelque chose de sincère en lui. Ce n'était pas l'homme arrogant qu'elle avait imaginé, mais quelqu'un profondément humain et brisé par ses propres erreurs. « Peut-être, » dit-elle finalement. « Mais maintenant tu es ici. Je suppose que cela compte pour quelque chose. » Hugo leva les yeux vers Mélanie. Il y avait beaucoup à réparer, et il savait qu'il ne pourrait jamais défaire le mal causé. Mais il savait aussi qu'il avait l'opportunité de bien faire les choses, et il n'allait pas la laisser passer. Le bruit de la pluie frappant le toit marquait l'atmosphère à l'intérieur de la petite cabane. Hugo, assis devant Mélanie, se sentait plus hors de propos que jamais. Les vieux meubles, l'air chargé d'humidité et le regard fatigué de la jeune femme étaient un rappel constant de l'abîme entre leurs mondes. Mais ce ne fut que lorsque Mélanie commença à parler de sa mère que le poids de la réalité le frappa vraiment. « Ma mère n'a jamais dit de mal de toi », commença Mélanie d'une voix tremblante. « En fait, chaque fois que je lui demandais pourquoi tu n'étais pas avec nous, elle me disait que tu étais un homme occupé, important, et que tu avais choisi de ne pas compliquer ta vie. » Hugo sentit un nœud dans sa gorge. Viviane, dont il se souvenait comme d'une femme passionnée et forte, avait choisi de le protéger de la responsabilité qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Mélanie baissa les yeux, jouant nerveusement avec ses doigts. Elle a travaillé toute sa vie. Elle nettoyait des maisons, cuisinait pour des familles qui ne prenaient même pas la peine d'apprendre son nom. Nous n'avions jamais beaucoup, mais elle trouvait toujours un moyen de me donner ce dont j'avais besoin, jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Hugo ferma les yeux, imaginant Viviane se battant seule, tandis qu'il vivait dans le luxe, ne se souciant de rien d'autre que de ses propres intérêts. « Pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit ?» demanda-t-il, plus pour lui-même que pour Mélanie. « Peut-être parce qu'elle savait que tu ne viendrais pas, » répondit Mélanie avec une honnêteté qui transperça Hugo. Peut-être pensait-elle que ce serait mieux ainsi. Elle n'était pas du genre à demander des faveurs. Elle préférait tout faire seule. Mélanie marqua une pause, comme si elle rassemblait ses forces pour continuer. Ses yeux, normalement remplis de dureté, brillaient maintenant de larmes contenues. Quand ma mère est morte, tout s'est écroulé. J'étais une adolescente, et ma grand-mère essayait de prendre soin de moi, mais... Mélanie marqua une pause, s'essuyant une larme avec le dos de la main. Ma grand-mère n'avait plus de force. Nous pouvions à peine payer le loyer. Les quelques économies que ma mère avait laissées se sont vite évaporées. Hugo serra les poings, essayant de contrôler la vague d'émotions qui l'envahissait. Il avait échoué, non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'être humain. Pendant qu'il construisait son empire, sa fille luttait pour survivre. « Et puis je suis tombée enceinte », continua Mélanie d'une voix presque inaudible. « Ce n'était pas prévu. Mon petit ami, si l'on peut l'appeler ainsi, est parti dès qu'il a su. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père et que ce n'était pas son problème. Je ne sais pas si elle m'a laissé moi ou le bébé, mais peu importe. » Les larmes commencèrent à couler librement sur ses joues, et sa voix se brisa. J'ai essayé d'être forte, mais je ne savais pas quoi faire. J'ai travaillé autant que possible, mais ce n'était pas suffisant. Le jour où j'ai volé au supermarché, ce n'était pas pour moi, c'était pour ma grand-mère. Nous n'avions rien à manger. Hugo sentit quelque chose se briser à l'intérieur de lui. Jamais de sa vie, il n'avait éprouvé une telle impuissance. Il avait affronté des échecs, des trahisons et des pertes, mais il avait toujours eu les moyens de se relever. Maintenant, devant sa fille enceinte et brisée, il comprenait pour la première fois ce que cela signifiait de ne rien avoir. « Mélanie, » murmura-t-il, essayant de trouver les mots justes, « je suis tellement désolé. Je ne sais pas comment compenser tout ça. Je ne sais pas si je peux, je ne veux pas de ta pitié. » l'interrompit Mélanie, levant le regard avec des yeux rouges d'avoir trop pleuré. « Je ne suis pas venue pour que tu te sentes coupable. Je suis venue parce que je pensais que peut-être, juste peut-être, tu pourrais être quelqu'un en qui faire confiance, mais je ne sais pas si c'est possible. » Hugo prit une grande inspiration, essayant de contrôler le tremblement de sa voix.
Ce n'est pas de la pitié, Mélanie, c'est de la culpabilité. C'est du remords. Et oui, je veux que tu aies confiance en moi. Je sais que je ne l'ai pas mérité, mais je suis ici. Je veux être ici. Mélanie le regarda en silence, l'évaluant. Il y avait un mélange de douleur et d'espoir dans ses yeux, mais aussi de la méfiance. Hugo ne pouvait pas lui en vouloir. Après tout, qu'avait-il fait pour mériter sa foi? « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» demanda Mélanie soudainement, son ton plus bas. « Ce n'est pas que tu n'étais pas là. C'est que ma mère ne t'a jamais blâmé. Elle t'a toujours défendu, même quand j'étais en colère contre toi. Elle disait toujours que tu avais ta propre vie, tes propres problèmes. Mais maintenant, je me demande, est-ce que c'était juste qu'elle fasse tout toute seule? Est-ce que c'était juste pour moi ?» Hugo ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'il n'y avait pas de mots qui pourraient effacer cette douleur. Au lieu de cela, il se pencha légèrement en avant et dit, avec toute l'honnêteté qu'il pouvait rassembler, « Ce n'était pas juste, ni pour toi, ni pour elle. Mais si tu me donnes une chance, je veux changer ça. Je ne peux pas effacer le passé, mais je veux construire quelque chose avec toi maintenant. » Mélanie le regarda les yeux plissés, comme si elle essayait de décider si elle pouvait le croire. Finalement, elle hocha la tête, mais son expression restait sérieuse. Le premier jour où Hugo revint avec un petit chargement de provisions, Mélanie l'observa avec méfiance, depuis le seuil de la porte. Ses bras croisés et son regard sérieux lui rappelaient que, bien qu'elle ait fait un pas en avant, il n'avait pas encore totalement gagné sa confiance. Malgré cela, Hugo resta ferme. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à lui prouver que cette fois, il n'allait pas abandonner. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il, en désignant les sacs remplis de nourriture, de produits de nettoyage et de vêtements pour le bébé. « Mais je pensais que ça pourrait aider un peu. » Mélanie soupira, ses yeux parcourant les sacs avant de revenir vers lui. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » répondit-elle, avec un ton plus doux que ce à quoi il s'attendait. « Oui, j'en avais besoin, » répliqua Hugo sans hésiter. Mélanie le laissa entrer, et pendant quelques minutes, le silence régna alors qu'elle vérifiait ce qu'il avait apporté. Hugo profita de l'occasion pour regarder autour de la cabane, notant de petits détails qu'il n'avait pas remarqués auparavant. Une photo de Viviane encadrée sur une table, le berceau improvisé qu'il avait vu avant, maintenant équipé de quelques couvertures neuves, et la manière dont tout semblait parfaitement organisé malgré les limitations. Avec le temps, les visites de Hugo devinrent plus fréquentes. Bien qu'elles se limitaient au début à livrer des provisions ou à laisser de l'argent discrètement sur la table, elles commencèrent à s'étendre à de longues conversations avec Mélanie et sa grand-mère. Chaque fois qu'il franchissait la porte, Hugo se sentait de moins en moins comme s'il entrait dans un endroit inconnu et de plus en plus comme s'il était en train de construire quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. Mélanie continuait à se montrer réservée, mais son attitude avait suffisamment adouci pour permettre de petits moments de connexion. Souvent, alors qu'il prenait du thé ou s'asseyait dans le jardin, elle parlait de sa grossesse, de ses peurs et de ses espoirs pour l'avenir. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça », admit-elle un jour, caressant doucement son ventre pendant que Hugo l'observait de l'autre côté de la table. « Être mère, c'est terrifiant. Je ne veux pas commettre les mêmes erreurs que ma mère ou que toi. » Hugo ressentit une douleur, mais aussi une lueur d'espoir. C'était un moment de vulnérabilité qu'il n'était pas prêt à gâcher. « Personne n'est prêt, Mélanie, » répondit-il sincèrement. « Je n'étais pas prêt à être père quand je devrais l'avoir été, et cela m'a coûté plus que je ne peux l'expliquer. Mais si j'ai appris quelque chose, c'est que le plus important est d'être présent. Et je serai là, tant que tu me le permets. » Les petits moments commencèrent à s'accumuler, et Hugo ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Un but. Après la mort d'Amélie, il avait erré dans la vie comme un fantôme, enfermé dans sa propre douleur. Mais maintenant, à chaque sourire fugace de Mélanie, à chaque moment où la grand-mère le remerciait d'un geste fatigué, il sentait que le vide en lui commençait à se remplir. Un jour, alors qu'il aidait à peindre une des chambres de la cabane pour préparer l'espace du bébé, Mélanie s'arrêta pour l'observer. Hugo, avec sa chemise tachée de peinture, semblait si hors de propos qu'elle ne put s'empêcher de lâcher un léger rire. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda-t-il, levant un sourcil. « C'est juste étrange de te voir ici. Toi, l'homme riche et puissant, peignant des murs dans une cabane délabrée. » Hugo sourit,
laissant le rouleau de côté. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé faire quelque chose comme ça. Mais pour être franc, je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti aussi utile. Mélanie le regarda un moment, comme si elle évaluait ses mots. Finalement, elle hocha la tête et retourna à sa tâche, bien qu'avec un léger sourire sur les lèvres. Bien que les choses s'amélioraient, Hugo ne pouvait s'empêcher de penser à Amélie pendant ces moments. Il y avait quelque chose dans la relation qu'il commençait à construire avec Mélanie qui lui rappelait sa femme, sa chaleur, sa capacité à voir au-delà de ses défauts et la manière dont elle avait toujours trouvé le moyen d'ouvrir son cœur. Un après-midi, alors qu'il observait Mélanie travailler sur une couverture pour son bébé, Hugo parla d'Amélie pour la première fois. « Tu sais, Amélie aurait été une grande mère pour toi. Sa voix était douce, chargée de nostalgie. Elle a toujours voulu des enfants, mais elle n'a pas pu en avoir. Peut-être que c'est pour ça qu'elle avait tant d'amour à donner. Elle aurait été fière de toi. » Mélanie leva les yeux, surprise par sa confession. Bien qu'elle ne dise rien, ses yeux montraient un mélange de gratitude et de tristesse. La nouvelle de la mort de la grand-mère de Mélanie arriva comme un coup inattendu. Hugo était dans son bureau quand il reçut l'appel. La voix tremblante de Mélanie au bout du fil laissa Hugo sans mots. « Grand-mère » murmura-t-elle, faisant une pause pour maîtriser ses larmes. « Elle est partie ce matin. Elle a eu un AVC pendant son sommeil. » Hugo resta immobile, ressentant une vague d'émotion l'envahir. Même s'il ne connaissait pas profondément la grand-mère de Mélanie, il avait vu comment cette femme s'était battue pour garder sa famille unie. Elle avait été un pilier dans la vie de Mélanie, et maintenant, sans elle, tout semblait plus fragile. « J'arrive tout de suite », dit Hugo avec détermination, laissant tout de côté. Le petit cimetière du village était couvert par un ciel gris et une brise glaciale. Mélanie, vêtue de noir, semblait plus vulnérable que jamais. Son ventre, qui montrait l'état avancé de sa grossesse, soulignait sa fragilité alors qu'elle se tenait debout près de la tombe fraîchement recouverte. Hugo, à quelques pas de distance, observait en silence, lui permettant de vivre son deuil sans intervenir. Après la cérémonie, la maison fut envahie par un silence gênant. Mélanie s'assit à la table de la salle à manger, ses mains caressant instinctivement son ventre, tandis que ses yeux restaient fixés sur un point indéfini. Hugo la regarda depuis le seuil de la porte, ressentant un mélange d'impuissance et de responsabilité. « Mélanie, » dit-il enfin, rompant le silence, « tu n'as pas à tout affronter seule. » Elle leva les yeux rougis par les larmes. Pendant quelques secondes, elle sembla évaluer ses mots avant de répondre. « Je ne suis pas seule. J'ai le bébé. »« Je sais, » répondit Hugo, s'approchant lentement. « Mais le bébé aura besoin de plus que ça, et toi aussi. Tu n'as pas à rester ici, affrontant tout cela. Ce n'est pas nécessaire. » Cette nuit-là, alors qu'il dînait en silence, Hugo osa aborder ce qu'il avait en tête toute la journée. « Mélanie, j'ai réfléchi à quelque chose, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Je veux que tu viennes avec moi en ville, chez moi. Pas seulement pour le bébé, mais parce que je pense que ce sera mieux pour toi. Ici, tu n'as personne d'autre. » Mélanie posa son couteau et sa fourchette, le regardant avec un mélange de surprise et de scepticisme. « Tu veux que je déménage chez toi ?» demanda-t-elle, le front plissé. « Oui. Ma maison est grande. Il y a de la place en abondance et je peux m'assurer que tu aies tout ce dont tu as besoin pour le bébé. De plus, nous pourrions passer plus de temps ensemble. Faire connaissance. »« Et si ça ne fonctionne pas ?» demanda-t-elle avec une note de défi dans la voix. Hugo soupira, comprenant ses doutes. « Alors nous trouverons une solution. Mais je veux au moins essayer. Je ne veux pas que tu affrontes cela seule, Mélanie. » Mélanie resta silencieuse, ses yeux évaluant la sincérité de ses mots. Enfin, elle acquiesça, bien que prudemment. « D'accord. Mais si je le fais, ce sera pour le bébé. » Hugo sourit, reconnaissant pour sa réponse. « Pour le bébé, » répéta-t-il, bien qu'au fond de lui, il savait qu'il y avait quelque chose de plus, le besoin de réparer ce qu'il avait autrefois brisé. Le déménagement fut un processus rapide. Hugo engagea une équipe pour emballer les affaires de Mélanie et les transporter en ville. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, Mélanie semblait submergée par l'ampleur des lieux. Les plafonds hauts, les murs ornés d'art et l'éclat du marbre contrastaient radicalement avec la cabane où elle avait vécu toute sa vie. « C'est trop »,
dit Mélanie en parcourant la salle principale. C'est ta maison maintenant, répondit Hugo avec un sourire bienveillant. Je veux que tu te sentes à l'aise ici. Mélanie ne répondit pas, mais ses yeux trahissaient son inconfort. Malgré cela, elle accepta de visiter la maison et peu à peu, elle commença à s'adapter à ce nouvel environnement. Les jours suivants furent remplis d'ajustements. Hugo engagea un médecin privé pour suivre la grossesse de Mélanie et une assistante pour s'occuper des besoins quotidiens. Bien qu'elle se montrât initialement réticente à accepter autant d'aide, Mélanie commença à se détendre et à apprécier certaines commodités qu'elle n'avait jamais eues. Le soir, Hugo et Mélanie avaient l'habitude de s'asseoir dans le salon, discutant tandis que l'horloge avançait lentement. Au cours de ces conversations, Hugo en apprit davantage sur sa fille, son amour pour la lecture, ses rêves frustrés d'étudier le design et ses peurs concernant l'avenir. Pour sa part, Hugo partagea des histoires de sa jeunesse et des souvenirs d'Amélie, tentant de construire un pont entre leurs vies. Une nuit, alors qu'ils parlèrent du bébé, Hugo s'arrêta un moment et dit « As-tu pensé à un nom ?» Mélanie sourit pour la première fois depuis des jours, caressant son ventre. « Pas encore, mais je suis ouverte aux suggestions. » Hugo acquiesça, sentant que, pour la première fois, ils étaient en train de construire quelque chose de réel. Bien que le chemin ait été long et douloureux, il savait que ce n'était que le début d'une nouvelle étape, tant pour lui que pour Mélanie. L'air dans le manoir était chargé d'attente cette nuit-là. Mélanie, en travail, se trouvait dans l'une des chambres principales, assistée par le médecin que Hugo avait engagé. Hugo, qui ne s'était jamais senti aussi nerveux, marchait d'un côté à l'autre dans le couloir, les mains croisées derrière le dos. Chaque cri venant de la chambre le faisait s'arrêter, son cœur battant plus vite qu'il ne l'avait jamais ressenti. « Tout ira bien », murmura-t-il pour lui-même, bien qu'il ne sache pas à qui il essayait de convaincre. Enfin, après ce qui parut une éternité, la porte s'ouvrit et le médecin sortit avec un sourire fatigué, mais satisfait. « C'est une fille. Mélanie va bien, et le bébé aussi, » annonça-t-il. Hugo relâcha l'air qu'il avait retenu. Sans attendre d'invitation, il entra dans la chambre. Là, il trouva Mélanie allongée sur le lit, le visage en sueur, mais paisible. Dans ses bras, elle tenait un petit paquet enveloppé dans des couvertures. Lorsqu'elle vit Hugo, elle lui fit signe de s'approcher. Hugo marcha lentement, comme s'il craignait de briser la quiétude du moment. En regardant le bébé pour la première fois, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Un mélange d'émerveillement, d'amour et de gratitude. « Elle est parfaite », murmura-t-il, la voix brisée. Mélanie, avec un sourire fatigué, répondit « Je veux qu'elle s'appelle Amélie, en hommage à ta femme. » Hugo la regarda stupéfait. Ses yeux commencèrent à se remplir de larmes qu'il ne tenta pas de cacher. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il, peinant à parler. « Elle m'a donné quelque chose que je n'aurais jamais pu me donner par moi-même, l'opportunité de te rencontrer. Et je pense que, d'une certaine manière, elle a fait partie de tout cela, » répondit Mélanie avec sincérité. Au cours des jours qui suivirent la naissance de la petite Amélie, Hugo ne pouvait s'empêcher de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il se souvenait du coffre qu'il avait trouvé, des signes qui l'avaient conduit à découvrir l'existence de Mélanie et de la lettre qu'Amélie avait gardée en silence. Chaque détail semblait faire partie d'un plan plus grand, quelque chose qu'à l'époque, il n'avait pas compris. Une après-midi, alors qu'il tenait la bébé dans ses bras, Hugo parla à voix basse, comme si Amélie pouvait l'entendre d'un endroit quelconque. « Je savais que tu veillais toujours sur moi, même quand je ne le méritais pas. Merci, Amélie. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber complètement. » Il regarda la petite, qui dormait paisiblement, et sentit que son monde, bien que marqué par la douleur et la perte, trouvait enfin un nouvel équilibre. Mélanie, de son côté, commençait à s'adapter à sa vie dans le manoir avec sa fille. Bien qu'il y ait encore des moments de tension et de doute, la relation avec Hugo se renforçait de jour en jour. Les conversations qui étaient autrefois chargées de ressentiment étaient désormais ponctuées de rires occasionnels et de petits gestes de compréhension. Un jour, alors qu'Hugo jouait avec la petite Amélie dans le jardin, Mélanie l'observait depuis la fenêtre. Bien qu'elle ait d'abord douté de ses intentions, elle pouvait maintenant voir que son père était vraiment engagé à faire partie de sa vie et de celle de sa fille. Cette pensée, bien qu'elle ne se sentait pas encore prête à le dire à voix haute, lui donnait un soulagement qu'elle n'avait jamais connu. Hugo savait qu'il ne pourrait jamais changer le passé,
mais il était déterminé à construire un avenir digne pour sa fille et sa petite-fille. Le manoir, qui avait autrefois été un symbole de solitude et de vide, résonnait maintenant avec les sons d'une nouvelle vie. Chaque rire de la petite Amélie, chaque conversation avec Mélanie et chaque moment passé ensemble était un rappel de ce qui importait vraiment. Une nuit, alors qu'il examinait des papiers dans son bureau, Hugo sortit la lettre qu'il avait trouvée dans le coffre. Il la lut encore une fois, mais cette fois-ci, il ne ressentit ni culpabilité ni remords. À la place, il ressentit de la gratitude pour avoir eu l'opportunité de se racheter, pour avoir trouvé Mélanie et pour avoir reçu une seconde chance d'être un homme meilleur. Avant de ranger la lettre, il la regarda une dernière fois et murmura « Je ne sais pas comment tu as su que j'avais besoin de cela plus que tout, Amélie, mais merci, pour tout. » Le manoir, qui avait autrefois été le reflet de l'âme de Hugo, froide, rigide et vide, était maintenant transformé. Les couloirs qui résonnaient autrefois du bruit de ses pas solitaires étaient désormais remplis des rires de la petite Amélie et des doux murmures de Mélanie, qui se sentait de plus en plus à l'aise dans cet espace qu'elle commençait peu à peu à appeler chez elle. Un après-midi, alors qu'Hugo observait sa petite fille ramper dans le salon, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux changements qu'il avait vécus au cours des derniers mois. Chaque décision, chaque erreur et chaque perte l'avaient conduit à ce moment. C'était comme si la vie lui avait donné une seconde chance, une qu'il n'avait jamais cru possible. Mélanie entra dans le salon, portant une boîte de jouets qu'elle avait reçue ce même jour. « Tu es très silencieux, » dit-elle, posant la boîte sur le sol et s'installant dans le fauteuil en face de lui. « À quoi penses-tu » Hugo sourit, regardant Amélie qui tentait d'atteindre un ours en peluche. « À comment nous en sommes arrivés là ? Je n'aurais jamais pensé que je pourrais avoir quelque chose comme ça après avoir perdu Amélie. Mais maintenant, je sens que tout cela a du sens. » Mélanie le regarda en silence un instant avant de répondre. « Moi non plus, je ne m'y attendais pas. Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que je vivrais ici avec toi, que ma fille aurait tout ce dont elle a besoin, je lui aurais probablement ri au nez. » Ils échangèrent un sourire qui, bien que ténu, était chargé de complicité. La relation entre Hugo et Mélanie n'avait pas été simple au début. Tous deux avaient des personnalités fortes et des points de vue qui, parfois, s'opposaient. Mélanie, habituée à se battre seule, se sentait souvent mal à l'aise d'accepter de l'aide, tandis que Hugo, habitué à prendre des décisions pour tous, devait apprendre à laisser de l'espace et à faire confiance à sa fille. Un jour, lors d'une discussion sur la gestion des fonds qu'Hugo avait destinés à l'éducation future d'Amélie, les tensions atteignirent un point critique. « Je ne veux pas que tout cela me rende dépendante de toi, Hugo, » dit Mélanie, les bras croisés. « J'ai passé toute ma vie à être autonome. Je ne veux pas perdre cela maintenant. »« Je ne dis pas que tu dépends de moi, » répondit-il, essayant de garder son calme. « Je veux juste m'assurer qu'Amélie ait tout ce dont elle a besoin, peu importe ce qui se passe. » Mélanie soupira, se passant une main sur le front. « Je comprends, mais j'ai besoin de sentir que je peux aussi le faire par moi-même. Je ne veux pas que ma fille pense que tout s'obtient avec de l'argent. » Hugo acquiesça, comprenant enfin ce qu'elle voulait dire. Bien que l'argent ait été sa solution à presque tout dans la vie, il savait que Mélanie avait besoin de quelque chose de plus, du respect pour son indépendance et sa capacité en tant que mère. « Tu as raison, » admit-il, après un moment de réflexion. « Peut-être que j'ai essayé de compenser trop, mais je suis ici, Mélanie, pas seulement pour Amélie, mais aussi pour toi. Et cela n'a rien à voir avec l'argent. » La conversation se termina par une compréhension mutuelle, marquant un nouveau chapitre dans leur relation. Tous deux apprenaient à s'adapter, à faire des compromis et surtout à s'écouter. Avec le temps, le manoir cessa d'être un endroit intimidant pour Mélanie. Elle apprit à se déplacer dans les couloirs comme si elle y avait toujours appartenu, et petit à petit, elle commença à personnaliser les espaces. De petits détails, comme les rideaux de couleur chaude qui remplacèrent les gris, ou les photographies d'Amélie qui ornaient désormais les murs, transformèrent la maison en un lieu plus accueillant. Hugo, de son côté, découvrit une facette de lui-même qu'il avait oubliée. Il passait des heures avec Amélie, lisant des livres pour enfants et jouant avec elle dans le jardin. Souvent, en la voyant rire, il pensait à la façon dont sa vie aurait été s'il avait su pour Mélanie dès le début. Bien que ses pensées le remplissent de chagrin, elle l'encourageait aussi à profiter de chaque moment avec sa famille.
Une nuit, alors qu'il observait Amélie dormir dans son berceau, il lui parla à voix basse, comme si elle pouvait l'entendre. « Ta grand-mère Amélie serait si fière de toi et de ta mère. Tout cela est pour elle, petite, car elle m'a appris ce qui compte vraiment. » Avec le temps, la famille qu'ils avaient formée, bien que non conventionnelle, devint un symbole de résilience et de rédemption. Hugo, Mélanie et Amélie apprirent à trouver dans l'amour et le pardon les outils pour guérir leurs blessures. Bien que les ombres du passé ne disparaîtraient jamais complètement, ils avaient réussi à accomplir quelque chose de bien plus important, construire un avenir ensemble. Le manoir, autrefois symbole de solitude et de pouvoir, résonnait désormais de vie et d'espoir. Hugo, qui avait cru que sa vie avait pris fin avec la mort de sa femme, trouva dans sa fille et sa petite-fille une raison de continuer. Et Mélanie, qui avait passé sa vie à croire qu'elle était seule, découvrit que l'amour pouvait arriver de la manière la plus inattendue. Alors que les rires d'Amélie résonnèrent dans l'air, Hugo et Mélanie échangèrent un sourire, sachant que bien que le chemin ait été difficile, ils avaient finalement trouvé ce qu'ils cherchaient tous les deux, une famille. Quelle histoire touchante et inspirante, n'est-ce pas, mes amis? Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Si cette histoire vous a ému, une autre tout aussi captivante est en train d'apparaître à l'écran maintenant. Je suis sûr qu'elle vous inspirera également. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos histoires inspirantes et pleines de sens. Merci, mes amis, d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, réchauffera encore une fois vos cœurs. À la prochaine!